et en montant la zone de libre-échange avec la Suède en Atlantique. Ils sont plantés, évidemment. Bon, bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement? Pas trop criard. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous remercions de venir assister à cette conférence organisée par l'Action française, Loire-Atlantique et l'Institut Nantais historique et littéraire. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Yannick Jaffray, professeur agrégé de philosophie. Yannick, après avoir milité dans la mouvance chevènementiste, Yannick a rejoint un temps le Rassemblement Bleu Marine comme président du collectif Racine, organisation où il a cherché à rassembler les enseignants patriotes et construire une pensée pour l'école, pensée qui soit en opposition au pédagogisme en vigueur et dont nous devons déplorer les effets pervers sur nos chères têtes blondes. Yannick est l'auteur d'un ouvrage maintenant bien connu, Vladimir Bonaparte-Poutine, essai sur la naissance de la République, dans lequel est exposé le retour de la Russie sur la scène internationale grâce à l'impulsion donnée par Poutine, alors que ce pays était soumis au plus grand désordre intérieur, et surtout il établit un parallèle entre l'actuel président russe et le consul Bonaparte, à la fois sur le plan des circonstances historiques de leur arrivée au pouvoir et sur la politique de redressement et d'union nationale qu'ils ont chacun mis en place. Union nationale que personnellement, comme royaliste, je me dois de modérer à propos de Bonaparte, mais là n'est pas le sujet. Non, ce soir, Yannick évoquera avec nous, devant nous, la notion de légitimité politique, de consentement des peuples face au pouvoir établi, mais sous l'angle de l'incarnation de ce pouvoir par le dirigeant. Dans nos sociétés dites démocratiques, le suffrage universel suffit-il à donner à ce pouvoir une réelle et durable légitimité? À ce titre, l'affiche de cette conférence présentant deux des plus grands dirigeants de la planète est déjà une piste de réflexion, me semble-t-il. Mais je laisse maintenant la parole à Yannick, et bien sûr, à l'issue de son intervention, ceux qui souhaiteraient poser des questions à l'orateur le feront passer un micro dans l'assistance. Merci Eric. Merci à l'Action française et à l'Institut Nantais historique et littéraire pour son invitation. Merci à Christa, à laquelle l'organisation de cette conférence doit beaucoup, et merci à vous de vous être déplacés pour m'écouter quelques instants. J'essaierai de ne pas être trop long. Alors oui, j'ai donné pour titre à cette conférence une question. À quoi ressemble un chef? Effectivement, comme Eric vient d'indiquer, le visuel de la conférence, pour ceux qui l'ont vu, est déjà indicatif. Je crois qu'on a été très impartiaux dans le choix des photos, qui sont parfaitement fidèles à la dimension de l'un et l'autre personnage, Poutine et Hollande, car en effet, je le dis d'emblée, la comparaison est cruelle pour le second, extrêmement cruelle. Autant Poutine incarne véritablement, comme l'a dit Eric, le retour de la Russie sur la scène internationale, la réaffirmation de son identité dans le temps long, autant Hollande est cruellement dépourvu de charisme, ressemble-t-il à rien, en tout cas à pas grand-chose. Mais il faut encore préciser l'opposition entre les deux. Et à cet effet, il me semble nécessaire, et Eric a déjà commencé à l'évoquer, d'opposer ce qui relève de la procédure des institutions qui offrent une légitimité aux dirigeants, aux chefs. Dès l'Antiquité, la démocratie des républiques athéniennes se constitue par un ensemble d'institutions, d'évolution réglée, circulaire, régulière du pouvoir, à l'échelle de 6 mois, d'1 an, etc. Mais les Grecs eux-mêmes n'avaient pas dissous la personnalité des chefs dans la procédure. C'est-à-dire que vous avez les règles de la démocratie athénienne et vous avez le rayonnement de Périclès. Vous avez la dimension personnelle de Périclès, du chef. Et je crois que d'une manière générale, le phénomène de la légitimité ne se réduit jamais aux procédures de la démocratie, jamais à de pures procédures légales, bien que ces procédures aient bien entendu leur sens et leur importance. C'est-à-dire que le rêve un peu sordide fait par Rabaud de Saint-Étienne, qui était un des conventionnels bien connus, d'un pouvoir acéphale, c'est-à-dire d'un pouvoir sans tête, d'un pouvoir totalement impersonnel, eh bien en réalité, ce rêve qui ressemble plutôt à un cauchemar n'est jamais passé à la réalité. C'est-à-dire qu'à l'exception suisse, je crois que la seule exception c'est vraiment la Suisse, qui est une sorte de démocratie pure, effectivement sous-incarnée. Peut-être y a-t-il des spécialistes de la Suisse dans la salle, mais moi pour ma part je ne connais pas le président de la Confédération helvétique. C'est donc un pouvoir qui est véritablement immanent, qui procède véritablement des cantons, très faiblement incarné.
Il y a le cas des monarchies constitutionnelles scandinaves notamment, mais qui disjoignent la représentation et le pouvoir. La représentation au monarque constitutionnel, l'effectivité du pouvoir à un Premier ministre, mais ça n'est pas l'esprit français, puisque pour réconcilier tout le monde, bien qu'il y ait quelques pierres d'achoppement entre nous sans doute, je crois que nous sommes profondément monarcho-républicains. C'est-à-dire que nous ne séparons pas la représentation du pouvoir, sa visibilité et son effectivité. Ce qui fait que le président de la République, qu'on le veuille ou non, incarne l'État, incarne la nation, bien ou mal, c'est toute la question, justement. Alors, il me semble que nous vivons une période extrêmement difficile, qui ne remonte pas d'ailleurs à Hollande. Il me semble qu'en termes d'incarnation, nous sommes passés de Sarkozy à Hollande, d'un abo à l'autre. Et il est bien évident que je ne vise pas là la taille physique, mais plutôt la dimension politique, historique, l'envergure éthique de l'un et de l'autre. C'est vraiment catastrophique à tous égards. Et j'aurai l'occasion d'en donner quelques exemples. Mais il y a pire, il y a Herman Van Rompuy, par exemple, ou les commissaires européens qui, eux, ne ressemblent même pas à peu de choses, mais véritablement n'incarnent rien, parce qu'en réalité, ils ne représentent aucune nation, ils n'incarnent aucune histoire, ils ne s'inscrivent dans aucune continuité. Bon. Alors effectivement, dans le livre que Eric a eu la gentillesse d'évoquer, je m'intéresse à ce phénomène de la visibilité, de l'apparaître du pouvoir et de la personnalité dans l'histoire. Et effectivement, Poutine et Bonaparte me paraissaient pouvoir être comparés, parce qu'en effet, ils surgissent dans des situations critiques, l'un et l'autre, comparables à bien des égards. Alors ça, je le développe, je ne vais pas le redévelopper, le redéployer en détail devant vous, mais à bien des égards, la situation de la Russie en 1999 est comparable à celle de la France en 1799. J'en dirai tout de même quelques mots. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une comparaison historique. Il s'agissait, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, d'un billard à trois ventes. C'est-à-dire que partant de la Russie de Poutine, revenant au consulat bonapartiste, je revenais vers nous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de penser la situation française contemporaine. Alors, elle a, je l'ai déjà indiqué, une dimension désespérante, cette situation politique française contemporaine. Mais que nos élites soient désespérantes, et elles le sont, ne nous donne pas le droit de désespérer. Selon la formule de Maurras, qui à mon avis est bien connue de certains d'entre vous, le désespoir en politique est une sottise absolue, tout simplement parce qu'il donne la victoire à l'adversaire sans lui donner la peine de combattre. Dès lors qu'on a désespéré, dès lors qu'on est désespéré, eh bien, l'adversaire, l'ennemi, a gagné. Et l'ennemi ici, c'est l'ensemble des forces qui abaissent la France, qui abaissent l'identité et la souveraineté française, mais aussi, je le pense, son style à la tête de l'État. Car en effet, l'incarnation n'a strictement rien d'anecdotique. Moi, il m'est arrivé, c'est depuis 2007 au moins, on pourrait également remonter antérieurement, mais il m'est arrivé à de multiples reprises d'avoir honte, non pas d'être français, ça jamais, mais d'avoir honte de l'incarnation, du visage qui était donné de la France sur la scène internationale et sur la scène intérieure. Alors, justement, cette question de la légitimité, qu'est-ce qui fait qu'un peuple consent au pouvoir qui s'exerce sur lui? Qu'est-ce qui fait qu'il est attaché à ses dirigeants, de façon plus ou moins intense? Eh bien, cette question, on peut la penser à travers la triple distinction désormais classique de Max Weber, qui est un sociologue allemand, dans les trois types purs de la dénomination légitime. Il distingue trois formes de légitimité. Alors la légitimité traditionnelle, qui puise plutôt dans le passé, dans la coutume. Je précise ici, puisque je suis invité par l'Action française, que cette légitimité traditionnelle n'est pas nécessairement ni seulement dynastique. C'est une légitimité qui immunise en partie la tête de l'État par le recours et le retour à une tradition ancestrale. Ce qui ne veut pas dire que cela suffise, bien évidemment. Le second type de légitimité, c'est la légitimité charismatique, donc qui repose sur les aptitudes particulières du chef, notamment et éminemment dans des situations de crise. Bon. Et puis le troisième type de légitimité, c'est ce que Weber appelle la légitimité légale rationnelle, qui relève justement de ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir la procédure légale. Le vote, la nomination, bref, l'inscription dans un système d'institutions.
Alors, moi j'ai 2 réserves à l'égard de cette tripartition. D'abord, Weber, il dégage des titres de domination légitime, c'est-à-dire que pour lui, il y a de la domination, et puis on lui donne, d'une certaine manière, un masque de légitimité, par après. Alors qu'il me semble, et là je crois que nous en serons d'accord, que la légitimité est un phénomène beaucoup plus positif, affirmatif, par lequel véritablement un peuple adhère à ses chefs. Et à cet égard, il me semble que la conception de Weber est limitative. Le deuxième aspect, c'est que ces 3 légitimités se combinent. C'est-à-dire si on ne détient qu'une légitimité traditionnelle sans système d'institutions légales qui viennent l'assurer, cette légitimité risque de s'effriter avec le temps. De la même manière, si le détenteur de la légitimité traditionnelle n'a aucun charisme, il peut être protégé par la coutume et la tradition, tant qu'il n'y a pas de crise majeure. Donc en réalité, dans la pratique, ces 3 formes de légitimité, traditionnelle, charismatique et légale, s'articulent les unes les autres. Et c'est justement l'articulation propre à la Russie de Poutine et à Poutine lui-même que j'ai essayé de penser dans la comparaison avec Bonaparte. Bon, 3e point de désaccord avec Weber, mais celui-là est parfaitement excusable puisque Weber meurt en 1920. Il avait la conviction qu'on allait vers une impersonnalisation croissante du pouvoir. C'est-à-dire qu'on allait être vraiment dans la légitimité légale, que j'ai évoquée, purement institutionnelle, procédurale. Voilà, on vote, un peu la Suisse, si vous voulez. Et les légitimités traditionnelles et charismatiques allaient quitter la scène. Bon, il meurt en 1920, il y aura des hyper-incarnations totalitaires du pouvoir dans les années 20 et 30. À la décharge de Weber, il n'a pas prévu, mais il n'y a pas lieu de lui reprocher. Donc la modernité ne règle pas le problème de la légitimité par la procédure, et elle n'en finit pas avec la question de l'incarnation des chefs, de l'incarnation d'un peuple par ceux qui prennent sa tête. Alors, pour revenir au livre un instant, en effet, la situation bonapartiste et poutinienne est une situation typiquement charismatique. C'est-à-dire que Poutine et Bonaparte sont tous les deux des leaders républicains, au sens où ils surgissent dans un contexte où la légitimité traditionnelle est abattue. Alors en France, de manière très proche, en Russie, ça a été fait bien avant l'avènement de Poutine au pouvoir, mais on pourrait dire que la situation est comparable. Et c'est effectivement par le charisme, par des aptitudes particulières, qui ne sont pas purement solitaires. J'y reviendrai dans un instant. Poutine n'est pas un homme seul, Bonaparte non plus. L'homme providentiel ne surgit jamais isolé. Il est toujours entouré d'une équipe, d'une élite. Mais malgré tout, leurs capacités particulières se sont données à voir. Alors dans cette légitimité charismatique, il y a une part de ce que les Romains appelaient l'imperium, ou des empires, c'est-à-dire cette capacité du commandement visible, éclatante, qui peut être civile, mais qui traditionnellement renvoie tout de même à la victoire militaire. Et Poutine, pour commencer à faire son portrait, bon, je pense que beaucoup parmi vous ont déjà quelques connaissances du personnage, qui, depuis que j'ai terminé le livre, a pris une place encore plus importante que celle que je lui voyais quand je l'avais commencé, début 2011. Là, on peut dire que les 2 dernières années ont été vraiment pleinement poutiniennes. Je dois dire qu'il arrive encore à me surprendre, notamment en ce qui a concerné la crise syrienne et l'affaire de Crimée. L'affaire de Crimée qui est intervenue peu de temps après que j'ai mis la dernière main à ce livre. Alors, on est vraiment dans cette légitimité charismatique pour Poutine et pour Bonaparte. Et d'ailleurs, je remarque que les rares pics de popularité d'Hollande lui sont échus dès lors qu'il a mené des opérations militaires. Le Mali, principalement, et dans le contexte des attentats de l'an dernier. Ce qui est bien la preuve que, pour le coup, son charisme naturel étant proche de zéro, eh bien, c'est une situation de crise particulière qui lui permet de s'attirer une forme de légitimité, mais qui, à mon avis, ne suffira pas, bien évidemment, à le maintenir au pouvoir, en tout cas je l'espère. Parce que, en définitive, la légitimité de Hollande ne tient ni au charisme ni à la tradition, mais pour le coup à la procédure légale. Bon.
Simplement, nous aurions tort de considérer que cette légitimité légale, rationnelle, comme disait Weber, impersonnelle d'une certaine manière, compte pour rien. C'est un peu peut-être la tendance parmi nous. On a tendance à considérer que s'il n'y a pas de charisme ni de tradition, bon, il n'y a pas de vraie légitimité. C'est une erreur qui avait été commise, je pense, par Jean-Marie Le Pen en 2013, puisque je l'avais entendu dire que Hollande ne finirait pas son mandat. À mon avis, là, il pensait dans les catégories de la 4e République, parce que les institutions de la 5e sanctuarisent d'une certaine manière la présidence. Donc moi, je n'ai jamais cru qu'il quitterait la fonction suprême avant terme. Bien. Alors ces 3 légitimités, me semble-t-il, renvoient à 2 autres impératifs. L'impératif d'identité et de souveraineté, 2 exigences fondamentales. Et ces 2 exigences sont les 2 aliments de la liberté d'un peuple. Et je dis bien la liberté d'un peuple, parce qu'on peut concevoir la liberté au moins de 2 manières. Il y a la liberté libérale, dont l'unité de mesure est l'individu qui va contracter avec ses semblables pour faire société, comme on dit aujourd'hui. Mais la liberté politique, ce n'est pas la liberté de l'individu, c'est la liberté collective d'un peuple. Et cette liberté collective d'un peuple repose sur le soin d'une identité et d'une souveraineté. C'est donc une liberté nourrie, substantielle. Ce n'est pas simplement un droit à faire ceci, cela, à circuler, à s'associer, à s'exprimer. C'est une liberté qui, véritablement, puise dans les profondeurs de l'histoire. Alors, justement, cette identité dont le chef de l'État, à mon sens, devrait prendre soin pour s'attirer d'une véritable légitimité, et c'est ce que Poutine a fait depuis maintenant 17 ans qu'il est au pouvoir, inscrit le présent dans le temps long. C'est une identité spirituelle, historique, traditionnelle, si l'on veut, mais composite, puisque moi je fais partie véritablement des patriotes ou des nationalistes, ça revient au même, syncrétique, c'est-à-dire que je ne mutile pas l'histoire de France. Il y aura peut-être ici un point de débat entre certains d'entre vous et moi. Et puis c'est également une identité démographique, c'est-à-dire que la composition ethnique de la population compte dans la définition de cette identité. On ne peut pas simplement invoquer l'histoire à mesure que la composition de la population française, du peuple français, est brutalisée par une migration massive et puis maintenant une migration encore accélérée depuis 2 ans. Parce que quand on cite Renan jusqu'à n'en plus pouvoir, jusqu'à s'en saouler quasiment, Ernest Renan dans sa célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?», en appuyant exclusivement sur la dimension plébiscitaire. Il dit une nation, c'est un plébiscite de chaque jour, c'est un consentement que nous nous donnons mutuellement pour, comme on dit, vivre ensemble. Cette expression m'inspirerait presque une forme de dégoût, tant elle est utilisée pour masquer la division, la guerre civile qui vient, comme dit un certain auteur. Mais dans le texte de Renan, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on oublie souvent de dire que ce plébiscite est arrimé à l'héritage. Il y a un héritage, il y a un legs individu, comme dit Renan, et précisément c'est l'entretien de cet héritage qui, à mon sens, fonde une véritable légitimité nationale. Quant à la souveraineté, eh bien la souveraineté, c'est la préservation de l'indépendance, dont Machiavel, qui passe pour exclusivement un professeur de cynisme, mais était un républicain ou un res publicain, diraient les Maurassiens, considérait que le prince pouvait employer presque tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Presque, je dis bien presque, parce qu'il ne doit pas se faire haïr. Il doit se faire craindre, aimer éventuellement, mais jamais haïr. Là, il risque d'être renversé. Ou alors, il y a 2 causes de haine, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, par lesquelles le prince risque de s'attirer la haine de ses sujets ou de ses citoyens. Ce sont les impôts, donc la prédation fiscale, si l'on veut, et c'est ce qu'on appelait jadis le droit de cuissage. Donc là, Machiavel déconseille au prince de se risquer sur ce type de terrain. Mais il dit que le prince a un devoir, tous les moyens sont bons, y compris des exécutions arbitraires, etc. Machiavel va très loin dans cette direction, mais il a un devoir, c'est préserver l'indépendance de la cité. S'il ne préserve pas cette indépendance, eh bien il perd toute légitimité, et puis il perd bientôt le pouvoir, parce que le consentement du peuple est essentiel dans la pensée de Machiavel. Bien, alors aujourd'hui, où en sommes-nous et de l'identité et de la souveraineté? Donc, je redétaillerai ce point dans quelques instants, mais l'une est bafouée, l'autre est insultée tous les jours, et il n'en va pas de même en Russie.
me semble-t-il. Alors justement, pour revenir à Poutine quelques instants, et puis je réaborderai le cas Hollande, et plus généralement le cas des élites françaises contemporaines. Effectivement, c'est un homme fort républicain, et c'est sur la naissance des républiques, c'est-à-dire que la constitution de 1993, la constitution russe de 1993 est une constitution présidentialiste assez proche de la constitution française et américaine. Simplement, c'est là qu'on voit que la légitimité légale ne suffit pas, parce que Eltsine, qu'a-t-il fait de cette capacité d'action que lui conférait la Constitution de 1993? Eh bien, pas grand-chose. Hein. La Russie est abaissée à l'extérieur, soumise à l'OTAN, doit subir des humiliations en Bosnie et au Kosovo. Quant à l'intérieur, eh bien, les gouverneurs de province font ce qu'ils veulent, de grands oligarques, semblables d'ailleurs aux munitionnaires du Directoire, constituent des fortunes insolentes en 3 ou 4 ans, participent au Conseil de sécurité comme Berezovsky ou Rodorkovsky, dont Libération, Le Monde et Télérama font un héros, mais qui était en réalité un grand prédateur. Il y a des morts dans son sillage, et puis bon voilà, Poutine lui a fait faire des moufles en Sibérie pendant 10 ans, et je ne crois pas qu'on y ait perdu. Toujours est-il que les Russes, en tout cas, y ont perdu, et les Russes n'ont pas paru s'enchagriner. Bon, et donc il s'agit véritablement d'un leader charismatique au sens républicain, c'est-à-dire qui redresse une situation de désordre, d'anarchie, d'autorité bafouée, et il le fait extrêmement rapidement, en quelques années. Simplement, là aussi, ça n'aurait pas suffi. J'ai dit tout à l'heure que les 3 légitimités devaient s'articuler l'une l'autre. Avoir du charisme, résoudre une crise, c'est bien, mais si on ne fonde rien de durable à partir de ce rétablissement, eh bien on risque d'être bientôt renversé. Et si Poutine est toujours légitime au lieu des Russes, c'est qu'il a durablement redressé l'État. J'en dirai quelques mots dans quelques instants, à la façon dont Bonaparte, consul, a rétabli l'autorité de l'État alors par rapport au département et puis à l'extérieur. Hein, je permets une petite citation: on a tout détruit, il s'agit de recréer, dit Bonaparte en 1802. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce? Des grains de sable. Nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que j'y serai, je réponds bien de la République, mais il faut prévoir l'avenir. Croyez-vous que la République soit définitivement acquise? Vous vous tromperiez fort. Nous sommes maîtres de l'affaire, mais nous ne l'avons pas, et nous ne l'aurons pas, si nous ne jetons pas sur le sol de la France quelques masses de granit. Et les masses de granit, ce sera le Conseil d'État, le Code civil, la Banque de France, la Légion d'honneur, le Concordat, bref, tout un régime d'institutions. Donc il faut que l'homme fort républicain soit également un fondateur, un homothète, disaient les Grecs. Alors, de ce point de vue-là, Poutine aura fait beaucoup. Au plan intérieur, j'évoquais les gouverneurs de provinces, de régions, de républiques autonomes, parce que vous devez savoir que la Russie est une fédération qui compte 89 ou 90 sujets, je crois qu'il y en a un qui s'est ajouté là récemment, avec des prérogatives assez étendues, un peu à la façon des États-Unis, si vous voulez. Et dans les années 90, les gouverneurs de ces provinces étaient élus au suffrage universel, et vous me passerez l'expression, mais ils en ont pris un melon considérable, c'est-à-dire qu'ils venaient négocier toutes sortes d'avantages à Moscou, ils touchaient beaucoup d'argent, ils étaient extrêmement corrompus, ils entretenaient des oligarques locaux, et Poutine va mettre un terme à cela, c'est-à-dire que les gouverneurs à partir de 2004 ne seront plus élus mais nommés. Ils sont de nouveau élus au suffrage universel, mais entre-temps, l'autorité de l'État étant rétablie, l'autorité de l'État centrale, je dirais que ça risque, ou ça ne risque pas de produire les mêmes effets toxiques que dans les années 90. Ensuite, au plan intérieur, j'évoquais les oligarques. Ils en sont en 96 à dicter leur choix aux Russes. Pendant la campagne présidentielle de 96, ils font une lettre ouverte. 7 banquiers, la Siemi Bankitchina, comme on l'a appelé, c'est-à-dire vraiment la réunion des 7 banquiers qui prescrivent aux Russes leur choix. Il faut que ça soit Eltsine, il faut que ça soit surtout pas le retour du Parti communiste, etc. Et cette domination insolente, eh bien, Poutine va y mettre un terme à partir de juillet 2000. Il les réunit, il leur dit en substance: je ne vous exproprie pas, je ne reviens pas sur la façon dont vous avez acquis les biens d'État dans les années 90, sachant que la Russie a été la proie d'une thérapie de choc, pour reprendre une expression de Milton Friedman. C'est-à-dire que là, c'est du libéralisme agressif, hein. C'est pas du laisser-faire, laisser-aller, c'est-à-dire qu'on provoque les choses. Alors on a donné des bons de privatisation à chaque Russe, d'un montant de 10 000 roubles. Simplement, le Russe sans épargne, eh bien, il les réalise, il veut récupérer ces 10 000 roubles,
et puis un certain nombre de mafieux, demi-mafieux, membres du parti, vont acquérir un grand nombre de bons de privatisation et par ce biais devenir propriétaire à des prix défiant toute concurrence de pans entiers de l'industrie russe. Avec l'opération pré-contraction en 94-95, c'est une véritable vente aux enchères. Pour vous donner une idée, Rodorkovsky, le héros de Libération, Télérama et du Monde, Rodorkovsky acquiert Yukos, qui est l'équivalent, si vous voulez, de Total en russe, pour à peu près 300 millions de dollars. Ce qui est l'équivalent, je ne sais pas moi, d'un 200 mètres carrés à Paris pour 20 000 euros. Hein. C'est sans proportion avec la valeur exacte, bien évidemment, de ce parc pétrolier. Bon, donc, mise au pas des oligarques, discipline des sujets de la fédération, il y a aussi un certain nombre d'autres mesures qui sont détaillées dans le livre, et je ne veux pas faire trop long, donc je ne m'étends pas. L'autorité intérieure de l'État est rétablie. Quant à l'extérieur, eh bien là, je crois que la comparaison avec Yeltsin parle d'elle-même. La Russie est de nouveau un acteur de l'histoire, un acteur respecté, alors qu'elle la subissait dans les années 90. Dans les années 90, je vous mets au défi de trouver une décision internationale sur laquelle la Russie aurait pesé. On n'ira pas. Elle n'a fait que subir, encore une fois, du Kosovo à la Serbie, en passant par la Tchétchénie. De la Bosnie, pardon, au Kosovo, en passant par la Tchétchénie. La défaite de 96, qui est vécue comme une humiliation par les Russes, et Poutine. Donc l'impérium, le charisme fondé sur la capacité de commander et de vaincre, Poutine doit une grande partie de sa première popularité à la victoire de 99-2003 dans la seconde guerre de Tchétchénie, avec la formule bien connue selon laquelle eh bien, nous irons buter, je cite, les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes. C'est le style poutinien, on y reviendra pour finir. Il sait faire ça, il fait d'autres choses aussi. Bien, alors, sur la question de la souveraineté, je crois en avoir assez exposé. Et puis, il y a la question de l'identité. Comment Poutine prend-il soin de l'identité du peuple russe? Comment rétablit-il un ensemble de mesures qui vont à rebours total de ce que nous connaissons en France. Nietzsche distinguait trois formes d'histoire. Une histoire monumentale, une histoire antiquitaire et une histoire critique. Alors pour aller vite, l'histoire monumentale exalte le passé national, en s'arrangeant un peu avec la vérité, c'est le roman national. L'histoire antiquitaire, elle, remonte le passé patiemment, c'est une histoire classique si vous voulez. Et puis l'histoire critique juge le présent, et juge le passé même, en fonction des critères du présent, principalement du progressisme de la fin du XIXe siècle selon Nietzsche. Si vous voulez, l'histoire critique est devenue, en ce qui me concerne, français, la mémoire. C'est-à-dire qu'en substance, le regard mémoriel juge le passé à l'aune des critères droits de l'homiste et bien-pensants du présent, et passe son temps, d'une certaine manière, à condamner l'histoire de France, plutôt qu'à l'exalter. Alors on pourrait dire que Poutine assume l'histoire monumentale, exaltation du passé russe, on laisse les historiens travailler, mais à la tête de l'État, il n'estime pas qu'il est de son rôle de battre sa coulpe, de s'excuser d'être russe, et de s'excuser au nom de la nation russe, c'est pas son problème. Alors, ça passe par un certain nombre de propos qui peuvent désarçonner, quand on ne connaît pas bien la Russie. La fameuse formule selon laquelle la disparition de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, souvent mal comprise. En réalité, il faut que vous ayez présent à l'esprit ce fait qui peut sembler étrange, que les Russes distinguent soigneusement l'URSS du régime de parti unique. Des nostalgiques du communisme, il y en a, mais c'est 15%, il y en a très peu. Des nostalgiques de l'URSS, vous en avez énormément. Ce sont des nostalgiques de l'Empire, en réalité. L'Empire, c'est aristo-soviétique. Des amitiés qui se sont nouées, des compétitions sportives. Moi j'ai parlé des Russes qui me disaient qu'ils regrettaient justement le moment où ils avaient à côté d'eux des Ouzbeks, des Tadjiks, etc. Il en reste un peu, puisqu'il y en a certains qui sont toujours sur le territoire de la Fédération de Russie, mais cette nostalgie porte là-dessus. Poutine exhorte publiquement le Russe à ne jamais avoir honte de son histoire, et il ajoute « Nul n'a le droit de tenir la Russie coupable des grandes épurations menées par Staline. Il est vrai que notre histoire a connu des périodes terribles que nous devons nous rappeler, mais personne ne peut cependant en tenir la Russie actuelle pour responsable et chercher à la culpabiliser. » Vous voyez que c'est quand même un autre esprit que celui que nous subissons depuis au moins 30 ans. Alors,
Si nous sommes d'accord, ajoute-t-il encore, pour dire qu'il ne faut pas utiliser de symboles de l'époque précédente, et notamment de l'époque soviétique, nous devons alors reconnaître que nos pères et nos mères ont vécu en vain. Je ne peux pas être d'accord avec cela, ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Et c'est pourquoi il refuse de déloger Lénine du mausolée du Kremlin. Mais ce n'est pas un problème politique, parce que Poutine, par ailleurs, est capable de célébrer en grande pompe les obsèques, enfin plutôt la commémoration de la mort du général blanc Dénikine au monastère de Donskoy. Il était très populaire aux yeux de Solzhenitsyn, ou plutôt Solzhenitsyn valorisait son action. Il dira en 2007, considérant les reproches incessants faits à la Russie provenant de l'extérieur plutôt contre-productifs, il déclare que grâce à Poutine, la Russie a retrouvé un véritable poids dans le monde. Bon, donc, d'une certaine manière, il s'agit pour Poutine de valoriser l'identité de l'histoire russe tous azimuts, le patrimoine tsariste, mais aussi les grands legs de l'époque soviétique. Que ça plaise ou non, les Russes n'ont pas tendance à vouloir mutiler leur histoire, comme c'est fâcheusement le cas pour nous. Il est capable aussi d'aller s'incliner sur la tombe de Sakharov, le dissident, et en même temps il rétablit le jour du tchéquiste, la Tchéka étant le premier nom de ce qui deviendra le NKVD, le KGB, etc., le 20 décembre. Dans un esprit syncrétiste, il rétablit l'hymne national de l'Union soviétique avec des paroles différentes écrites par le même auteur, Mikhalkov, Sergueï. Il dispose de la fête nationale le 4 novembre, jouant de la contiguïté avec l'ancienne fête nationale du 7 qui célébrait la révolution d'octobre. Et le 4 novembre, c'est la victoire de 1612 sur les Polonais, l'avènement de la dynastie Romanov, la fin de ce que les Russes appellent le temps des troubles, où des tsars de concurrence succédaient dans une anarchie complète. Donc on voit qu'il y a véritablement une grande politique symbolique. Il organise également la réconciliation des églises orthodoxes russes de l'étranger et russes de Russie en 2007. Bref, il s'agit pour lui de recoudre les mailles du texte national, du roman national, plutôt que de les détruire. Ensuite, vous êtes tous au courant, alors j'ai pas trop travaillé là-dessus dans le livre parce que c'est arrivé un peu après, et c'était pas mon angle principal, que Poutine est un opposant au mariage pour tous, qu'il a établi une loi qui a beaucoup fait couler l'encre contre la propagande homosexuelle à destination des mineurs, et qu'il a, disons, accueilli avec scepticisme l'œuvre d'art, disons, le projet artistique des Pussy Riot. Mais je pense qu'il y a là effectivement sur la question de la tradition, la légitimité traditionnelle, donc c'est à la fois un chef charismatique, mais qui puise dans les traditions de l'histoire russe, et puis dans ce qui serait, disons, une tradition primordiale, j'y crois pas beaucoup, chez les Vola, mais disons quelque chose comme ça, voilà, quelque chose en tout cas comme une continuité historique, y compris sur le plan des mœurs. En revanche, je vous le dis tout de même, je ne pense pas qu'il y ait de politique de civilisation orthodoxe chez Poutine, mais je ne m'attarde pas sur ce point, on aura peut-être l'occasion d'en parler quelques instants au moment des questions. Alors, Hollande. Sur le plan de la souveraineté, je crois que je n'ai pas un grand effort de démonstration à faire pour montrer qu'il poursuit la sinistre politique de son prédécesseur, qui est une soumission à la logique atlantiste, mais avec un élément nouveau, c'est-à-dire que la France de ces dernières années paraît plus atlantiste que les Américains, c'est quand même un comble. Par devancer une logique atlantiste à mesure que l'administration Obama se dirige vers le Pacifique et paraît, parce qu'avec les élites américaines il faut se méfier, paraît plutôt se diriger vers un moindre interventionnisme. Entre parenthèses, si Hillary Clinton est élue, on risque de voir ressurgir plutôt une conception extrêmement offensive et occidentaliste. On verra, mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que François Hollande, bien entendu, ait rétabli la France dans ses prérogatives souveraines. Sous Hollande et sous Sarkozy, et même sous leurs prédécesseurs, la France n'est plus un acteur positif de l'histoire, sinon pour suivre une logique qui n'est pas conforme, à mes yeux en tout cas, à ses intérêts nationaux. Quant à l'Europe, eh bien évidemment, Hollande, par formation, c'est un disciple de Jacques Delors, chacun sait, eh bien, approfondit une solution et un attelage absolument désastreux. Il ne démord pas du couple franco-allemand qui finit par ressembler de plus en plus à ces couples où la femme, la France,
est battu par l'Allemagne et revient malgré tout. Il me semble que définitivement il faut en sortir. C'est le seul moyen de recouvrer une souveraineté véritable. Quant à l'identité, alors souveraineté, identité, c'est toujours ce couple-là qui me semble un foyer de légitimité. Alors là, oui, Hollande fait très fort à l'été 2012, je ne sais pas si vous le rappelez, mais il a inauguré son mandat par une véritable rafale de repentance. Donc, comme si Jacques Chirac n'en avait pas fait assez, il en remet une couche sur la rafle du Veldiv, faisant comme si la France n'était pas occupée, comme s'il n'y avait pas eu ni de policiers ayant aidé un certain nombre de raflés potentiels, comme si le peuple français, unanime dans une volonté de déporter, comme ça, aurait soutenu le bras de l'occupant. C'est une injure complète faite à la dignité française. Il va ensuite à Gorée, en Afrique, où il entame une série de génuflexions que personne, sinon des militants francophobes, ne lui demandent. Comme si, alors là on ne sait plus trop, la France, l'homme blanc, le chrétien, de manière générale, avait été l'unique pourvoyeur de ce système de l'esclavage, passant sous silence bien évidemment la traite orientale, comme d'habitude, mais enfin, rien d'étonnant dans cette affaire. Et puis il termine sa saison, si j'ose dire, en octobre 2012, en reconnaissant, en rendant un hommage aux victimes de la manifestation illégale du FLN du 17 octobre 1961. Voilà, tout le monde est servi, les Africains, les Algériens et les Juifs manquent à l'appel les Vietnamiens, mais les Vietnamiens, eux, étrangement, ne réclament jamais rien. Ce qui est peut-être une piste pour ces autres communautés victimaires et pleurardes. Ensuite, concernant l'identité nationale, il s'était prononcé au moment du débat, certes instrumentalisé, de 2009, sur l'identité nationale, considérant que c'était une mauvaise idée, que nous ne sommes pas français contre les étrangers, nous sommes français ouverts au monde, blablabla, bon, ça c'est le classique. Je dois reconnaître que je n'ai pas trouvé tant de déclarations délirantes que cela sur l'identité de la France dans la bouche d'Hollande. En revanche, je vous propose un petit florilège de déclarations qui sont celles, malgré tout, des élites françaises, puisque, bien évidemment, à quoi ressemble un chef, à quoi ressemblent des chefs, c'est cette question-là que je voulais poser. C'est la question des élites, pas uniquement du chef suprême, si je veux dire, ou du détenteur de la fonction suprême. Alors, on peut se délasser quelques instants. Selon Éric Besson, alors ministre de l'Identité nationale et de l'immigration, la France n'est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion. C'est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n'y a pas de Français de souche, il n'y a qu'une France de métissage. Martine Aubry, en grande forme à l'époque, nous pensons que l'identité de la France n'est pas ethnique, pas religieuse, pas culturelle. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? S'il n'y a plus de profondeur historique, s'il n'y a plus de culture, s'il n'y a plus... Bon, c'est un pur vivre ensemble, effectivement, mais sans base. C'est l'appartenance à des valeurs communes. Alors, au passage, les journalistes me pardonneront, mais on est vraiment là dans l'opposition que Ferdinand Tönnies, un autre sociologue allemand, traçait entre la Gesellschaft, c'est-à-dire la société contractuelle, les individus qui décident de vivre ensemble, mais comme dans une association, le peuple peut s'associer entre amateurs de poker, amateurs de poterie, de tout ce qu'on veut, et la Gemeinschaft, c'est-à-dire la société organique, dont la famille donne la première expression, si vous voulez. Et bien moi je crois que la société contractuelle des individus n'annule jamais la société organique nationale, et c'est précisément ce que ne comprennent pas ces gentils jeunes gens, Besson, Aubry et consorts. Ah oui, alors il y en a un qui est bien, vous irez voir, c'est Christophe Girard, qui a été adjoint à la culture de Bertrand Delanoë pendant 7 ou 8 ans, je crois, pendant les années 2000. Allez le voir, il est parfait. Qui déclare ceci. Les frontières de la Grèce antique, la Grande Grèce, s'étendaient justement jusqu'à la Turquie actuelle. Thalès, dont le théorème est enseigné aux collégiens français comme le fondement de notre géométrie, était turc, puisqu'il venait de Milet. Le philosophe Héraclite, sans qui Platon, Aristote, Montaigne et Nietzsche, ces parents de la philosophie européenne sont impossibles, était quant à lui d'Éphèse, encore un turc. Inutile de développer plus avant, dit-il. Oui, inutile. À l'époque, le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas de Turcs,
nulle part. Il y a quelques peuplades, effectivement, dont la souche ethnique et linguistique donnera ensuite les Turkmènes, etc., qui vont ensuite s'étendre depuis les steppes d'Asie centrale jusqu'à Constantinople. Et il n'y a rien de tel, bien évidemment. Donc vous voyez le niveau d'inculture, c'est charge adjoint à la culture quand même du maire de la capitale, hein, pendant 7 ou 8 ans. Bon, j'en jette plus. Oui, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Jacques Chirac, 2003, c'est un grand classique. On ne s'en lasse pas. Relayé par Jamel Debbouze, l'islam est en Europe depuis 3000 ans. Ah non, mais on évolue sans contrôle, donc là, on fait ce qu'on veut. On évolue sans contrôle, donc il y aurait tort de gêner. Sarkozy lui-même se définissant, ah oui, alors tout de même, je viens pour faire une conférence sur le fond, sur le concept de légitimité, mais enfin, je ne m'empêcherai pas de faire un peu de politique, puisque Eric a souligné mes appartenances. Je dois dire d'ailleurs, oui, quand même, que donc, Nantes est ma ville de jeunesse. J'ai été élève au lycée Clémenceau il y a quelques encablures d'ici, et à cette époque-là, j'ai bien connu l'extrême gauche locale. D'ailleurs, je suis assez déçu, je m'attendais à un comité d'accueil, et puis finalement, voilà, on se sent seul. Que leur arrive-t-il? Où sont les traditions? Rendez-moi mes antifas. Je referme la parenthèse. Mais Sarkozy, donc si certains étaient tentés de se dire que ce garçon serait un moindre mal en 2017, bah, qu'ils se souviennent qu'à Palaiseau, à l'automne, non, décembre, je crois, 2008, il décrétait le métissage à marche forcée, qu'il se définit lui-même comme président de sang mêlé d'une nation métissée. C'est vraiment ne rien comprendre. La France n'a jamais été construite par le métissage. Il n'y a qu'à lire Fernand Braudel pour s'en convaincre. Bon, alors, le style, c'est l'homme, disait Buffon. On voit que le style de nos élites est proprement désastreux. C'est la notion antique. Vous voyez, je le fais beaucoup dans le livre, pour faire une autre petite parenthèse. C'est beaucoup des anciens aux modernes. Aller-retour, je crois que c'est une source inépuisable pour nous de conception politique, et puis c'est notre temps long, c'est notre héritage gréco-romain. C'est ce que les Romains appelaient la notion de majestas, d'où dérive la majesté, c'est-à-dire le comportement qui sied aux maiores, c'est-à-dire aux grands titulaires des charges publiques, consuls, prêteurs, etc. Pour nous, ministres. Alors de ce point de vue-là, effectivement, c'est le désastre à bien des égards, tandis que bien évidemment, Poutine suscite plutôt une forme d'admiration légitime. Il a une sorte de froideur concentrée, il est volonté taciturne, mais on sent une forme de volonté ardente. Hein. Je précise d'ailleurs, oui, alors pour le faire tout de suite, concernant le reproche qui pourrait être fait de poutinolâtrie, etc. Alors ça, si vous voulez, je le règle en 2 secondes. Hein. Il faut distinguer admiration et fascination. Je n'ai pas de fascination pour Poutine ni pour la Russie, tout mon amour va à la France et mon désespoir parfois, même s'il ne faut pas désespérer parce qu'en politique c'est une sottise absolue. Mais j'ai de l'admiration en revanche, et je plains ceux qui sont incapables d'admirer. Moi je demande chaque année à mes élèves, qui admirez-vous? Alors les réponses sont parfois rassurantes, parfois désespérantes. Hein, quand on s'entend répondre, je sais pas moi, Kenji Girac, ou... Bon, parfois il y a de l'espoir, on dit mon père, bon, bah, c'est bien, hein, mieux ça que autre chose. L'admiration, c'est pas la fascination, c'est-à-dire qu'on n'est pas possédé de façon, je dirais presque libidinale par l'objet de son admiration. Ça fixe un niveau, ça fixe un exemple, voilà, la notion d'exemplarité. Et je dois dire que je ne m'attendais pas, dans mon existence contemporaine, à voir apparaître un homme d'État de l'envergure et de la trempe de Poutine, oui, je le dis volontiers. Je ne veux pas dire que son action soit sans défaut, mais qu'en revanche, il incarne véritablement son peuple et défend sa souveraineté avec un certain style, y compris le style de langue. Alors ça, c'est un point que j'évoque dans le livre. Les Russes sont très sensibles à la qualité de langue de Poutine, à la qualité de son langage, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Hein. Brejnev était souvent très approximatif. Gorbatchev a un accent, je ne parle pas de Tchernenko, hein. Andropov était très populaire, mais Tchernenko, bon oui, est resté moins d'1 an. Gorbatchev a un accent un peu du sud qui ne suscitait pas une grande sympathie. Quant à Yeltsin, il était alco-borborimique pendant 10 ans. Les Russes apprécient une langue claire. Pour pratiquer le russe
d'un très bon niveau, car on oublie souvent que Poutine n'est pas seulement un ancien agent du KGB, mais également un juriste. Alors, ce n'est pas un juriste de haut vol, il n'y a pas d'œuvre, hein, mais il a fait des études conséquentes en droit, et ça s'entend dans ses discours, et ça s'entend aussi, ou ça se perçoit, dans sa conception des relations internationales. Bon, Poutine est un westphalien, partisan des souverainetés territoriales et nationales, contre le droit d'ingérence, contre tous les messianismes, et il l'articule de façon juridiquement habile, régulièrement. Hein. Donc, niveau de langue, de ce point de vue-là, écoutez que oui, les 2 derniers titulaires de la fonction suprême en France sont absolument catastrophiques. Il y a eu un livre en 2008 d'un certain Jean Botorel, que je n'ai pas lu en détail, qui s'appelle « Chers imposteurs », où il prétend, alors j'introduis une petite distance, je veux dire pourquoi, il prétend avoir fait une étude en hypertexte du nombre de mots employés par les présidents de la République depuis De Gaulle. Discours, interventions publiques, conférences, etc. De Gaulle, entre 4 et 5 000. Pompidou, 4 et 5 000. Giscard descend à 2 000 de façon, à mon avis, mi-pâtie, mi-délibérée. Il voulait faire moderne, par rapport à la télévision, etc. Mitterrand remonte entre 4 et 5 000. Chirac descend à 1 500. Vous vous souvenez quand même de la platitude de ses discours. Et alors, Botorel, je crois qu'il exagère un peu, mais il faudrait voir comment il a travaillé, quelle méthodologie. Botorel montre que Ségolène Royal et Sarkozy, il ne parle pas d'Hollande, mais à mon avis c'est à peu près le même étiage, se situent autour de 500. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'illettrisme. Alors, à mon avis, si vous voulez, il faudrait distinguer les discours rédigés qu'ils lisent et puis les interventions plus spontanées. À mon avis, là, il s'est concentré simplement sur les interviews télévisées, etc., où là, vous constaterez effectivement la pauvreté. Hein. On est à l'indicatif, des redoublements de sujets, des fautes. Quant à Sarkozy, je crois que c'était même pire. Et qu'on s'entende bien, hein, je n'ai pas ici une perception, si vous voulez, de jeunes vieux profs. Je souhaiterais, moi, que la tête de l'État et les élites, de façon générale, lisent et soient instruites dans l'histoire et la littérature de notre pays. Hollande reconnaissait lui-même qu'il n'était pas un homme du livre, qu'il préférait les chiffres. Alors très bien, on peut l'admettre, mais à ce moment-là, qu'il déploie de grâce une langue un peu sèche, sur l'os, un peu, voilà, il ne demande pas des périodes à la De Gaulle ou à la Pompidou, mais enfin au moins qu'il fasse preuve d'une forme de sobriété et de rigueur minimale dans l'emploi de la langue. Bon, quant au style de Poutine, j'ai évoqué la saillie sur les terroristes, il y en a pléthore, hein, il y en a pléthore. Moi je ne me lasse pas de voir ce passage vidéo où, à côté d'Angela Merkel, qui lui reproche le traitement réservé aux Pussy Riot, il rappelle que les Pussy Riot s'étaient livrés à des exhibitions qui consistaient à s'intromettre, pardonnez mesdames, à s'intromettre un poulet cru dans un supermarché, et il rappelle, à côté d'Angela Merkel, qu'il y avait une effigie avec des inscriptions antisémites et qu'il ne lui semblait pas que l'Allemagne dût soutenir l'antisémitisme. Je trouve ça marrant. Sinon, il y a la fameuse, alors celle-là aussi je m'en lasse pas. Allez, en 2007, on lui demande s'il est un véritable démocrate, et il répond ceci: oui, bien sûr que je suis un pur et absolu démocrate. La tragédie, c'est que je suis le seul pur démocrate au monde. Voyez les États-Unis, des tortures horribles, des sans-abri, Guantanamo. Voyez l'Europe, des manifestations violentes, durement réprimées. Même les Ukrainiens se sont discrédités et vont vers la tyrannie. Depuis la mort de Gandhi, je n'ai personne à qui parler. Bien, alors, il y en a un grand nombre d'autres. On pense aussi à l'entretien à côté de Cameron, où il le remet à sa place quant à la réalité de Daesh et de ces combattants qui sont capables de se faire filmer en train de dévorer le foie de leurs victimes qui viennent juste de passer par le fil. Bref, il y en a un grand nombre d'autres. Il me semble que la dissymétrie des styles est telle qu'on pourrait dire que Poutine est à Hollande ce que De Gaulle était à Guy Mollet, en termes de dimension personnelle. Alors pour conclure, écoutez, je suis comme Diogène, je cherche un homme, ou je cherche des hommes, parce que, et là je crois qu'il y a un point d'accord entre vous et moi je me définis volontiers comme monarcho-républicain, je l'ai dit en commençant. Hein. Nous avons en France une tradition effectivement un peu providentialiste. Nous attendons l'homme providentiel. Mais encore une fois, l'homme providentiel n'est jamais seul. Poutine appartient donc au KGB, à ce que les Russes appellent les siloviki, c'est-à-dire les membres des organes de force. Sila, c'est la force en russe. Et donc,
bien évidemment, je n'ai pas la naïveté d'attendre un homme providentiel qui surgirait de nulle part, sans relation avec aucune organisation, sans élite, je dirais, coagulée autour de lui. C'est évident, hein, c'est un peu agaçant. Ça, y compris dans le camp national, il y a des gens qui raillent cette espérance typiquement française, qui consiste à attendre qu'un homme, un groupe d'hommes, comme disait Bernanos, qu'un grand peuple se rassemble sur ses élites, ce qui ne veut pas dire sur telle ou telle classe de citoyens, mais sur ceux qui sont disposés à prendre ce risque. Le risque de penser comme celui d'agir, car une pensée qui n'agit pas n'est pas grand-chose, et une action qui ne pense pas, ce n'est rien. Donc c'est ce rassemblement, cette grande jonction du peuple français avec des élites qui l'honorent, qui nourrit mon espérance. Et c'est en ce sens que je me définirais volontiers, et que je plaide aujourd'hui, et que je continuerai de plaider pour un souverainisme identitaire. Quand on disait que l'intuition sans le concept était vide, et que le concept est aveugle, pardon, et que le concept sans l'intuition est vide. Et on pourrait dire que la souveraineté sans l'identité, c'est vide. Si on a des institutions, un État, mais sans une identité vivante, une âme, dirait-on, eh bien, on est dans le vide. Mais à l'inverse, une identité sans souveraineté est aveugle. C'est-à-dire qu'il faut bien que le peuple en question, l'âme collective en question, soit conduite. Et voilà, je voudrais terminer en formulant une espérance, c'est que se cristallise de nouveau, comme c'est arrivé à de nombreuses reprises dans notre histoire, eh bien, cette grande jonction des patriotes, des nationaux, comme on voudra les appeler, autour d'élites qui méritent le nom. Élite, justement. Je vous remercie.